Amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'être une fois encore au rendez-vous de votre émission Agromag. Agromag, une émission essentiellement consacrée à l'agriculture et à la nutrition. Sans plus tarder, découvrons ensemble le sommaire. Dans la première rubrique de cette émission, il sera question des outils de bonne pratique post-récolte mis en œuvre par le projet Réduction des pertes post-récolte. Les nouveaux outils de prévision des changements climatiques globaux développés par le programme AMA seront au cœur de la rubrique Climadapt. Dans la troisième rubrique, le chargé des projets au niveau d'Orabank nous parlera des produits développés par cette institution bancaire dans le domaine de l'agriculture. Enfin, nous vous ferons découvrir le paré, un mets traditionnel du plateau d'Abomey. Mettre en œuvre des outils de bonne pratique post-récolte, voilà ce à quoi s'attelle le projet Réduction des pertes post-récolte, ceci dans le but d'accroître la sécurité alimentaire des petits producteurs en réduisant les pertes post-récolte au niveau des exploitations familiales agricoles. L'élément suivant nous en dit davantage. Nkale zeda mo no levo e on podi bo no so yi e o ho ne lo no so glazwe no so boy no so ya nge ho no isa njon zeda yo no na so do tonu na kon do tonu mi kwa so ki na kon do bidon me o so dai do ni magle wutu de mi no blo da ye mi ka ton ale ton gandia. Les pertes pousses que nous, les producteurs, nous rencontrons dans notre arrondissement est que, par exemple, maintenant, il y a les insectes qui attaquent les produits. Par exemple, si on veut stocker nos produits, on n'arrive pas à sécher correctement et l'humidité empêche notre produit. De là, et il y a aussi, s'il y a l'humidité comme ça pourrit. Et si on fait le stock, tout le moment de faire sortir pour vendre, ça n'arrive pas et on vend nos produits au moment le produit n'est pas cher. Dans la commune de Boukoumbe, avant l'arrivée du projet, nous avions effectivement assez de pertes post-récolte. C'est vrai que le cadre travaille avec nous les producteurs, mais juste rien ne suffit de produire et de ne pas consommer. Avant l'arrivée du projet, on rencontrait souvent des pertes de plus de 35% de nos récoltes. Alors, ça ne nous disait rien. En tant que producteur, on ne mesurait pas l'inconvénient. Quand le projet est arrivé, c'est en ce temps que, ensemble, nous avons fait la visite de terrain et les gens nous ont démontré que nous produisons, mais nous ne consommons pas. D'une importance économique assez considérable, les pertes post-récolte constituent un souci majeur pour les acteurs du monde agricole. On a fait des études, semble-t-il, les producteurs et les productrices perdent entre 20 jusqu'à 40% de leur production en raison des mauvaises pratiques de post-récolte, à la fois du champ jusqu'au stockage dans les silos. La FAO les a chiffrés à 4 milliards de pertes par an. Et ces pertes, on ne peut pas dire que c'est économiquement, c'est déjà... Les chiffres sont une chose, mais après, c'est la sécurité alimentaire au niveau des populations qui est la plus grande chose. Si le producteur investit de la main-d'œuvre, s'il investit de l'eau, s'il investit de l'énergie dans une production dont il va perdre jusqu'à 20%, je crois que c'est une grande perte. Et on n'évalue pas, quand on évalue les pertes, on évalue juste la quantité de maïs qui est perdue, mais on n'évalue pas l'investissement au départ en termes d'eau, en termes de main-d'œuvre qu'il a investi dans cette production. Donc ça peut être même plus élevé que ces chiffres-là. Un diagnostic de la situation a permis de constater que la gestion de ces pertes ne doit pas se faire seulement en aval, mais plutôt tout au long du processus de la production jusqu'à la récolte. Si je prends le maïs, là en fait les problèmes de stockage du maïs
Les gens pensent que ça commence au moment où les maïs sont mis en sac ou bien au moment où les maïs ou bien les sacs sont mis dans les magasins. Non, le problème commence depuis le champ et même depuis la date de semis. Puisque parmi les bonnes pratiques qui réduisent les pertes post-récolte, il y a la date de semis. Parce que si tu ne sèmes pas à la bonne date, tu ne pourras pas récolter au moment opportun, c'est-à-dire avant ou après les pluies. Il y a eu un moment où il faut récolter pour que vraiment la conservation soit facile. Et donc, ce qui fait que ces documents de formation qui sont en élaboration prennent en compte d'abord le comportement à tenir lorsque vous avez votre maïs qui est en phase de croissance ou de développement. Également, comment est-ce que vous devez récolter, quelles sont les précautions que vous devez prendre au moment de la récolte. Après la récolte, quelles sont les opérations qu'il faut mener. Le séchage, bien sécher, ramener le taux d'humidité par exemple à 12-15% pour faciliter le stockage. On va éviter la contamination au moment de la récolte. Ensuite, comment stocker en fonction du produit que tu veux stocker. Si on prend le maïs, vous pouvez stocker le maïs en épis d'espaté, en épis non despaté ou bien en grains. Et donc, en fonction de chaque type, la nature du produit que vous voulez stocker, donc il y a des structures qui sont appropriées et il y a des durées de conservation qui sont indiquées. Si vous voulez stocker en spat, donc c'est pour une courte durée. Vous voyez? Si vous voulez stocker en épis, vous voyez, ça fait déjà une durée moyenne, mais si c'est en grains, donc ça fait une longue durée si certaines précautions sont prises. Donc tout ça là sont pris en compte dans les différents documents de formation qui sont en élaboration. Pour la plupart du temps, nous avons des technologies qui sont développées, mais dès que le projet se retire, on constate que ces technologies ne sont plus diffusées et l'adoption, on ne le constate pas sur le terrain. Donc l'atelier vise vraiment à réfléchir sur toutes les stratégies qui permettent véritablement d'assurer la durabilité de ces conseils que nous donnons et que les gens puissent adopter les technologies qui sont développées autour des activités post-récolte avec le projet PHM que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et ici, l'élément qui est important, c'est que nous réfléchissons ici pour voir comment est-ce qu'on peut développer un partenariat entre le public et le privé et en mettant surtout l'accent sur le fait que non seulement les producteurs à travers l'organisation ont un rôle important à jouer pour assurer la durabilité, mais que les privés, en particulier les commerçants, ont un grand rôle pour assurer un peu la suite après le projet. Et en ce sens, on devrait retrouver tous les acteurs qui interviennent pour que les services développés puissent être à disposition même après le projet. Donc cette réflexion, c'est pour vraiment trouver les moyens de pouvoir assurer une certaine durabilité au conseil agricole et particulièrement sur le système post-récolte que le projet est en train de mettre en œuvre. Parlant de technologie post-récolte, il est également nécessaire de prendre en compte plusieurs paramètres dont... Pour réduire les pertes post-récolte, nous avons à notre sein un programme qui nous permet d'aller chercher les technologies qui permettent de réduire ces pertes-là. Et on met ces technologies à la disposition des producteurs et quitte à eux maintenant de choisir quelle est la technologie qui est adaptée à leur environnement. C'est ainsi, par exemple, que nous proposons les barils dans lesquels ils vont mettre les récoltes et bien les conserver. Nous proposons les sacs appropriés qui sont indiqués pour une meilleure conservation. Nous proposons également des produits de conservation qui permettent de limiter l'introduction ou bien la propagation des pestes dans les récoltes, ainsi de suite. Mais en dehors de ça, nous proposons également des solutions qui sont aussi d'une autre envergure. Par exemple, la construction des magasins adéquats. Si le magasin est construit dans les normes, bonne aération, faible taux d'humidité, ainsi de suite, vous conservez aussi bien vos produits. Donc en fait, la gamme de produits, de solutions que nous proposons aux agriculteurs sont multiples et c'est ça qui rentre dans le cadre de ce projet. Le volet principal ici, c'est la technologie post-récolte. Et quand on parle de technologie post-récolte, quel type d'intrants, même les équipements qu'on utilise, comment faire pour que ça soit des équipements bien adaptés pour éviter l'insécurité alimentaire.
Et nous avons vu par exemple hier des silos. Mais quel type de tôle utiliser? Donc il va falloir tout cela pour éviter l'intoxication alimentaire. Dans sa mission de promotion des bonnes pratiques agricoles et de nutrition qui permettent de garantir entre autres la sécurité sanitaire des aliments, SAC Agri se propose de vous faire découvrir à travers la présente vidéo le silo métallique. Silo métallique, au fait, c'est un genre de bonbonne en métal, un métal d'aluminium qui, en fait, il n'y a pas de rouille et dans lequel on peut facilement donc mettre les produits et avoir une conservation pratiquement à 100% des produits qu'on y met sans aucune contamination. Parce qu'il ne suffit pas de chercher n'importe quel contenant pour garder les produits. Il peut y avoir des souillures. Si nous prenons les tonneaux métalliques que nous avons, il y a la chance qu'il y ait de rouille, donc agissant un peu sur la qualité du produit que l'on obtient. Donc par conséquent, il faut chercher quelque chose qui puisse prendre en compte donc, ces problèmes qu'on pourrait rencontrer. Et vous voyez dans ma main le silo métallique. Ça c'est un petit silo qui a été conçu par les artisans dans les communes d'intervention du projet, à savoir Savalou et Bukumbe. Ce sont les artisans qui ont fait ce silo à l'aide d'un spécialiste, un consultant, et M. Kurt Schneider. Donc vous voyez sur ce silo comment utiliser le silo. C'est ça ce qui est affiché sur le silo métallique que vous voyez en face de moi. C'est un silo qui est fait en plusieurs dimensions. Nous avons 250 kg, nous avons des silos de 350 kg, les silos de 500 kg et les silos de 1000 kg. Donc au départ, c'était des silos qui étaient en grande dimension, mais lors de la visite sur le terrain, nous avons constaté que les producteurs ne pouvaient pas faire entrer ces silos dans leur case. Donc ce qui a fait qu'on a changé les dimensions et on a eu à faire des silos plus restreints pour pouvoir faciliter l'adaptation auprès des producteurs. Ici, c'est pour faire entrer les grains de maïs ou les céréales que vous voulez stocker par ici. Et on ferme hermétiquement pour éviter toute entrée d'air de façon hermétique. Là, c'est pour faire sortir les maïs ou bien ce que vous avez stocké à l'intérieur. Vous ouvrez, vous sortez. Ici, ce sont des trucs pour bloquer au cadenas, pour empêcher peut-être que les gens ne viennent ouvrir derrière vous et voler peut-être votre céréale. Vous mettez là un cadenas et vous bloquez pour stocker de façon hermétique votre production. Ça, c'est le guide d'utilisation que vous voyez affiché qui est sur le silo. Le silo, comme vous l'avez constaté, ça ne se pose pas par terre. Il faut toujours un support en bas. C'est pour cela que vous voyez ceci qui a été fabriqué et qui a été mis là pour éviter que le silo ne soit posé au sol. C'est très important dans le cas du stockage des céréales. Ceci, c'est une qualité d'aluminium. Ce n'est pas comme ce que nous trouvons sur nos marchés. Il y a eu une enquête qui a été faite sur le marché. On a identifié ce métal. Bon, les artisans qui ont été formés savent où trouver ce matériel pour concevoir ce silo métallique. Donc, actuellement, ce sont ces artisans qui sont habilités à fabriquer ces silos dans les différentes localités et à les promouvoir. Ce silo que vous voyez actuellement, pour l'avoir, il suffit de se rapprocher soit de Helvetas Bénin, ou soit de l'équipe de AFAS Bénin, ou soit des ONG locales telles que LDLD ou ERAD Bénin, qui s'occupent également de la promotion de ce silo métallique au Bénin. Agromag. L'agriculture est la base de l'économie béninoise. Elle est une composante essentielle du monde rural et son avenir repose sur le dynamisme des différents acteurs, notamment les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les institutions de financement, les structures d'encadrement et de recherche. Chers annonceurs, vous avez envie de donner de la visibilité à vos produits, services ou institutions à travers cette émission? N'hésitez plus, contactez le service d'appui en communication pour l'alimentation et l'agriculture. Agromag, le grain de sel qui manquait à la sauce.
Mesurer et prévoir les impacts de la variabilité à grande échelle du climat afin de permettre aux producteurs sahéliens de mieux faire face à l'épreuve du changement climatique. Voilà l'objectif que poursuit le programme AMA en développant de manière dynamique de nouveaux outils de prévision des changements climatiques globaux. Voilà un peu la substance de cette vidéo de l'IRD que je vous exhorte à suivre. La compréhension des modes de variabilité du système de mousson est une première étape vers l'amélioration de l'outil d'aide à la décision aux utilisateurs et aux décideurs. Elle conditionne par ailleurs l'orientation de la stratégie agricole. Le devenir des systèmes de production agricole dans les pays soudano-sahéliens doit pouvoir tirer profit des échanges entre les trois communautés s'intéressant respectivement au climat, à l'agronomie et à la socio-économie. La recherche climatologique s'est orientée vers la prévision des changements climatiques globaux, principalement de manière dynamique. La communauté des agronomes s'est focalisée sur la croissance et l'adaptation des plantes à la contrainte climatique à travers la modélisation et les essais de sélection variétale. Les sciences humaines sont mobilisées pour évaluer les capacités de réaction des producteurs sahéliens aux nouveaux risques climatiques, mais également pour mesurer l'impact probable du changement climatique sur la sécurité alimentaire et sur les économies locales. L'une des ambitions du programme AMA est d'instaurer un dialogue entre ces différentes communautés scientifiques. L'implication désormais effective de centres de recherche et d'universités d'Afrique de l'Ouest permet d'envisager une approche transversale transcendant ces échelles spatiales et temporelles. On relie ainsi l'échelle locale à l'échelle régionale par l'étude de l'environnement climatique et de son impact sociétal. L'objectif ultime est de mesurer et de prévoir les impacts de la variabilité à grande échelle du climat sur les échelles fines de la parcelle agricole pour permettre, d'une part, de mieux orienter et d'affiner les calendriers agricoles et d'autre part, d'optimiser les recherches agronomiques en matière de sélection variétale et d'adaptation des pratiques agricoles. Le secteur agricole est un secteur qui regorge beaucoup de potentialités. Et cela, l'institution bancaire Orabank l'a compris et c'est ce qui l'a amené à développer des produits bien spécifiques dans ce domaine. Suivons ensemble les explications du chargé des projets au niveau de cette institution bancaire, M. Ghislain Apicodo. Le secteur de l'agriculture est une niche de potentialité. Et c'est ce qu'a compris Orabank en s'intéressant de plus près à ce secteur. Orabank, c'est une banque commerciale, mais depuis quelques années, s'est inscrit sur le secteur de l'agriculture. Parce que le secteur agro-business, j'allais dire, parce que Orabank a compris que, comme les études l'ont révélé, le secteur de l'agriculture demeure une niche à grande potentialité. Et donc, elle s'est inscrite sur ce segment de clientèle et développe des produits assez bien spécifiques dans le domaine. Partenaire du salon Agrifinance, Orabank s'emploie à développer de nouveaux produits qui facilitent l'accès aux crédits agricoles. Orabank, comme je l'ai dit à l'introduction, est résolument ancré dans l'agriculture et ça lui a exigé un certain nombre de partenariats. Des partenariats qui permettent et permettront, parce que pour la plupart, peut-être nous sommes encore en phase pilote, phase expérimentale, qui permettront donc aux acteurs du secteur agricole d'avoir des produits financiers de pointe qui leur permettront donc de se développer. Je vais citer quelques-uns parce que là, nous avons des partenariats que nous avons signés qui sont activés. Le premier partenariat, je vais parler du PAMESO, le projet d'appui à la mésofinance. Vous savez, la mésofinance, c'est le secteur de la finance qui est juste au-dessus de la microfinance et qui est en dessous de la finance bancaire. D'accord? Généralement, les banques, pour être vraiment efficaces et rentables,
ont des exigences en matière de montant. D'aucuns diront que si vous accordez une banque qui accorde un financement de moins de 30 millions, peut ne pas être rentable sur l'opération. Et parce que les frais d'approche, donc de mise en place et de suivi, peut se révéler très coûteux. Et donc, Orabank a compris aujourd'hui qu'il faut descendre en gamme. Et ça a permis à ce qu'elle rentre en partenariat avec l'AFD, soutenu financièrement par l'Union européenne, à mettre en place un partenariat d'abord constitué d'une assistance technique, d'accord, qui est assurée par une grande banque française, notamment la BPCD, c'est une agence de formation et d'accompagnement dans le secteur MESO, d'accord, de la Banque populaire de France. Et ça, un projet qui permet à Orabank d'avoir toutes les compétences, de développer, de renforcer ses capacités d'accord de son personnel en matière donc de ce segment de marché. En dehors de ça, je peux citer l'ABC, le programme ABC de la SNV. Le programme ABC de la SNV, n'est-ce pas, c'est un programme qui est orienté agro-business. ABC, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous êtes un client et que vous arrivez à Orabank ou que vous connaissiez ABC, ABC vous prépare avec l'élaboration d'un dossier bancable. Quand il dit dossier bancable, c'est tout ce qui doit accompagner un dossier pour qu'il soit financé, à savoir plan d'affaires, garantie, l'évaluation de la garantie, ainsi. En tout cas, tout un package que ABC assure en amont, d'accord, pour la banque. Et il transfère votre dossier à Orabank qui se penche là-dessus, qui fait passer donc dans sa procédure et accorde le financement. Bon nombre des mets traditionnels de chez nous sont aujourd'hui méconnus des populations. Et c'est dans le souci de valoriser ces recettes culinaires que SAC Agri vous invite à découvrir à travers la rubrique Manger pour vivre un mets traditionnel du plateau d'Abomey appelé kparé. Mets traditionnel, le kparé est un plat que préparaient nos grands-parents du plateau d'Abomey. Pour le préparer, on a juste besoin de la farine de maïs, du sel, du piment, de l'oignon, de l'huile rouge, des petits poissons fumés appelés douévi en fongbe et de l'eau. Pour le faire, l'on met d'abord de l'eau dans une marmite sur le feu et on y ajoute les autres ingrédients sauf la farine de maïs. On remue le tout et on couvre la marmite. On laisse cuire pendant 5 minutes. Ici, connaissant les vertus du moringa, on s'est proposé d'ajouter à la sauce quelques-unes de ses feuilles. On y verse ensuite la farine de maïs et on couvre le tout pendant un bout de temps pour que l'eau se dessèche. Enfin, on remue le mélange pour obtenir le kparé. Mon frère, toi qui viens de subir cette perte, mais c'est une perte énorme. Écoute-moi, as-tu au moins souscrit à l'assurance multirisque récolte de l'AMAB? Oh, mon grenier est en train de brûler, tu ne peux pas dire maman. Ah, il ne faut pas chercher loin, mon frère. Si au moins tu avais souscrit à l'assurance multirisque récolte de l'AMAB, mais tu aurais été dédommagé, et cela très rapidement par l'AMAB. C'est quoi l'AMAB? C'est Assurance Mutuelle Agricole du Bénin. Je te dis, ils ont beaucoup de produits. Assurance multirisque récolte. Assurance mortalité de bétail. 2. Assurance individuelle accident. 3. Assurance automobile. 5. Assurance hospitalisation maladie. C'est beaucoup. Assurance multirisque entrepôt agricole. Il y a quelque chose comme ça dans ce pays pour faire le bonheur des paysans. Moi, je ne savais pas que vous ne saviez pas. Eh oui, chez exploitants agricoles et éleveurs, ne vous faites plus de soucis.
Pour vous mettre à l'abri des différents risques que vous côtoyez tous les jours, souscrivez aux différents produits de l'AMAB. Contact 21 30 11 38 ou le 94 07 04 06. AMAB, ce qu'il fallait au monde agricole. Agromag. L'agriculture est la base de l'économie béninoise. Elle est une composante essentielle du monde rural et son avenir repose sur le dynamisme des différents acteurs, notamment les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les institutions de financement, les structures d'encadrement et de recherche. Chers annonceurs, vous avez envie de donner de la visibilité à vos produits, services ou institutions à travers cette émission? N'hésitez plus, contactez le service d'appui en communication pour l'alimentation et l'agriculture. Agromag, le grain de sel qui manquait à la sauce. Sac Agri, ensemble valorisons l'agriculture et les bonnes pratiques de nutrition. Intéressant comme mais, n'est-ce pas? Eh bien, il ne vous reste plus qu'à l'essayer chez vous pour mieux le savourer. C'est tout pour l'émission de ce soir que toute l'équipe de Sac Agri vous remercie d'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour la semaine prochaine. Agréable soirée à tous.